Question numéro 1. L'endroit où poser le cric est mentionné par un repère. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors tu vois, souvent quand c'est la première fois que tu remplaces une roue, tu vas te poser deux questions. C'est où poser le cric et comment utiliser le cric. Alors, il faut savoir que, regarde, juste ici, tu as un petit repère. Alors, ce repère te permet de positionner le cric. C'est l'endroit où tu dois placer le cric. Ensuite, comment l'utiliser? Ici, regarde dans la petite vidéo, il y a une petite rainure sur la voiture. Et la rainure du cric doit correspondre avec la rainure de la voiture. Ensuite, on tourne la manivelle et la voiture est levée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur... Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle. La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 3. Des piétons peuvent se trouver sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse prudemment. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, tu vois plusieurs choses à observer. Alors déjà, on a un car qui transporte des enfants via le petit pictogramme ici. En plus de ça, ce car est en warning, donc en feu de détresse. Donc en fait, il y a de fortes chances qu'il y ait des enfants. Regarde. Ici en vert, c'est ton champ de vision. En rouge, c'est ce que tu vois pas, parce que ton champ de vision, il est obstrué par donc le car. Donc il peut très bien y avoir des enfants à l'endroit où ton champ de vision est obstrué. Alors, ça ne sert à rien non plus de paniquer. Là, tu peux dépasser, mais prudemment, en sachant qu'il y a peut-être des piétons sur la chaussée. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 4. Je peux m'arrêter sur cet emplacement. Réponse A, pour charger mon véhicule. Réponse B, pour faire monter un ami. Réponse C, si je suis une personne à mobilité réduite. Alors, ce panneau, comme vous pouvez le voir, c'est un panneau d'interdiction de stationnement et d'arrêt. Alors, il est accompagné d'un petit panonceau où il est marqué GIG, GIC. Alors, ça veut dire Grand Invalide de Guerre pour GIG. Et GIC, ça veut dire Grand Invalide Civil. Donc,
Pour résumer, vous avez le droit de vous garer à cet emplacement et de vous arrêter seulement si vous êtes titulaire de la carte CMI. Bon, ça c'est pour les personnes à mobilité réduite. Donc ici, je peux m'arrêter sur cet emplacement si je suis une personne à mobilité réduite. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 5. Je suis sur autoroute. Je me prépare à dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, il y a plusieurs choses. Remarque tout d'abord que dans le rétro gauche, il n'y a personne. Ensuite, en face de nous, il y a un camion. Et si tu remarques bien, il y a moins de 2 lignes de rive qui nous séparent. Donc, la distance de sécurité n'est pas du tout adaptée. Ensuite, la troisième chose qu'il faut regarder, c'est notre compteur. On roule à 113 km/h. Cependant, comme tu le sais déjà, un camion sur autoroute a une vitesse maximale de 90 km/h. Donc, ici, il y a plus de 13 km/h qui nous séparent entre nous et le camion. Donc, effectivement, on se prépare à dépasser le camion. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 6. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve, réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve, réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 7. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise. Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 8. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de: réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre.
Alors, pour dépasser un usager vulnérable, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, hors agglomération, cet intervalle de sécurité est de 1,50 m et en agglomération, cet intervalle de sécurité est de 1 mètre. Ici, on est hors agglomération. La bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 9. Je protège la victime. Réponse A. En plaçant un triangle de présignalisation. Réponse B. En déplaçant la victime. Réponse C. En allumant les feux de détresse. Alors, si tu es témoin d'un accident de la route avec dommages corporels, il y a trois choses à faire. C'est protéger, alerter, secourir. Il faut les faire dans l'ordre. Alors ici, la question porte sur la protection. Comment protéger une victime d'un accident de voiture? Alors, tout d'abord, en allumant les feux de détresse pour prévenir les véhicules derrière qu'il y a eu un accident. Ensuite, en plaçant un triangle de présignalisation en amont pour justement réguler la circulation. Surtout, ne jamais déplacer une victime inconsciente. Donc, on ne déplace pas la victime si elle est inconsciente, comme ici sur la photo. Donc, pour cette question, je protège la victime en plaçant un triangle de signalisation et en allumant les feux de détresse. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je roule avec un moteur essence. J'utilise le pistolet. Réponse A, vert. Réponse B, orange. Réponse C, jaune. Alors, quand on roule avec un moteur essence, tu dois absolument utiliser les pistolets verts. Alors, il y en a deux, hein. Il y a le 98 et le 95. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Je suis bien placé pour aller à Nîmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, on est très bien placé pour aller à Nîmes via la A9. Par contre, on sera très très mal placé pour prendre la sortie 26. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a ce qu'on appelle des lignes de dissuasion. Donc n'oubliez pas, les lignes de dissuasion, on peut les couper pour dépasser un véhicule lent et pour se rabattre après avoir dépassé un véhicule lent. Ce sont les seuls cas où on peut couper une ligne de dissuasion. Donc ici, je suis bien placé pour aller à Nîmes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans ce contexte, réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton.
Bah, ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter à un passage piéton. Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. Hein, c'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 € d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Je suis en agglomération. Pour dépasser ce vélo, je laisse un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 m. Alors ici on est en agglomération, donc pour dépasser ce vélo, il faudra laisser un intervalle de 1 mètre. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement ici, vous voyez, vous êtes dans une voie réservée. Vous voyez les lignes, ce sont des lignes épaisses. Donc vous êtes dans une voie réservée. Alors cette voie réservée, elle s'appelle une voie de stockage. Donc cette voie de stockage, en fait, permet au véhicule de se stocker pour pouvoir aller à gauche à l'intersection. Donc ici, effectivement, je suis bien placé pour aller à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Ce véhicule sort d'une propriété privée. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, le véhicule sort d'une propriété privée. Et regarde, en fait, comment savoir qu'il sort d'une propriété privée? En fait, il y a ce qu'on appelle, au niveau du trottoir, eh ben, il y a un bateau. On appelle ça un bateau, c'est-à-dire un affaissement du trottoir. Donc s'il y a un affaissement du trottoir, c'est que il y a une propriété privée. Sinon, il n'y aurait pas de trottoir, en fait, il y aurait une rue. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, donc c'est moi qui suis prioritaire. Je suis prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. J'arrive sur un virage dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois ici ces petites valises, c'est ce qu'on appelle des balises à chevrons qui indiquent donc un virage dangereux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup, sans te ruiner et sans risque,
Rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Question numéro 17. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, plusieurs choses. Vous voyez que dans la vidéo, on va beaucoup plus vite que le camion. C'est normal. On roule à 130 km/h, alors que la vitesse maximale d'un camion sur autoroute est de 90 km/h. Alors après, vous allez me dire, mais comment tu sais qu'on est sur autoroute? On pourrait être sur une route. Alors, comment je sais que là, je suis sur une autoroute? Bah, regardez, ici, il y a une borne qu'on appelle les bornes, on appelle ça une borne kilométrique. Hein. Et vous voyez, il y a un petit A. Voilà. A et un numéro qui indique en fait le numéro de l'autoroute. Donc ici, on est bien sur une autoroute, on roule à 130 km/h, le camion, lui, roule au maximum à 90 km/h, donc je peux dépasser le camion. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. J'utilise le GPS. Je dois pas regarder l'écran, mais écouter les consignes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lorsqu'on utilise un GPS pour se guider, on ne doit jamais regarder l'écran, mais plutôt écouter les consignes du GPS. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Lors de l'installation, je dois également régler l'appui-tête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, lors de l'installation dans le véhicule, on parle souvent du réglage du siège, du volant, des rétroviseurs, mais on oublie souvent l'appui-tête, qui n'est pas un accessoire de confort, mais un accessoire de sécurité. Donc ici, lorsque je m'installe, je dois régler l'appui-tête au niveau de ma tête par rapport à ma taille. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Mélanger l'alcool et les médicaments permet d'être plus vigilant. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, bien sûr, déjà, l'alcool en lui-même va diminuer votre vigilance, mais si vous couplez l'alcool à des médicaments, ça va avoir encore plus d'effet sur votre vigilance et vous allez avoir moins de vigilance. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Au sens giratoire, je vais devoir laisser la priorité à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez cette petite animation, la procédure quand on s'insère dans un giratoire est de toujours laisser la priorité aux véhicules venant de gauche. Vous voyez, c'est là où ça clignote, en rouge. Donc on laisse passer les véhicules qui viennent de gauche, et s'il n'y a personne, eh ben, on s'insère dans le sens giratoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 23. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 24. L'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2 d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste ici, je te mets l'étiquette d'énergie d'une voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, tout au-dessus, les informations du véhicule, donc type de véhicule, le carburant, si c'est un essence, un diesel ou un électrique, la consommation de carburant qu'on appelle WLTP, c'est-à-dire sa consommation mixte, et ensuite, il y a son émission de CO2 par kilomètre, donc qui est compté en grammes par kilomètre. Et donc il y a un classement. Il y a un classement sur 7 lettres. Donc effectivement, les véhicules qui ont le classement A sont les moins polluants, et ceux qui ont le classement G sont les plus polluants. Donc, pour répondre à la question, l'étiquette énergie permet de connaître le niveau d'émission de CO2. La réponse est la réponse A. Question numéro 25. Cette voiture a un moteur diesel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regarde ici, il y a toutes les couleurs de pistolets que tu pourras retrouver dans une station-service. Alors, c'est quand même important. Écoute bien. Alors, tu retrouveras souvent 2 pistolets verts, un pistolet bleu, un pistolet orange et un pistolet jaune. Alors, les pistolets verts, ça c'est pour les véhicules à moteur essence. Alors, il y a 2 types de carburant. Il y a le samplon 98 et le samplon 95. En général, pour savoir si c'est du 98 ou du 95, c'est inscrit sur la petite languette là, quand tu mets ton
ton essence. Ensuite, en bleu, on a l'éthanol. Donc ça, c'est pour les voitures qui ont un boîtier éthanol. En général, c'est des véhicules aussi à moteur essence. Ensuite, il y a le pistolet orange. Le pistolet orange, ça, c'est pour les moteurs diesel. Et après, tu vas me dire, bah oui, mais le jaune, c'est aussi diesel. Alors oui, alors le pistolet orange et jaune, ce sont pour les moteurs diesel. Cependant, ils n'ont pas la même qualité. L'Excellium a une meilleure qualité que le diesel, tout simplement. Donc voilà. Donc ici, la couleur du pistolet étant jaune, on est donc sur un moteur diesel. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 26. Il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, les chaînes à neige ne sont pas obligatoires partout en France. Par contre, effectivement, par temps de neige, il est fortement recommandé de rouler avec des chaînes à neige, des pneus hiver ou des chaussettes. Alors, par contre, il y a des endroits où c'est obligatoire. En général, ce sont les zones montagneuses. Alors, il y a 2 panneaux qui vous obligent à mettre un dispositif antidérapant. Donc que ce soit des chaussettes, des chaînes ou des pneus neige. Alors, vous avez déjà ce panneau. Alors, ce panneau, on appelle ça le panneau B58, qui annonce en fait une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, la période hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Et vous avez aussi ce panneau, donc c'est un panneau d'obligation, donc qui vous oblige à mettre des chaînes ou des pneus neige. Donc ici, est-ce qu'il est conseillé de rouler avec des chaînes par temps de neige? Oui. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne? Bah là, c'est vraiment une question de cours. Hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion? Bah, plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'est vraiment une question de cours. C'est vraiment du cours pur. En plus, c'est des notions qu'on voit plusieurs fois dans la formation. Donc si tu as eu faux à cette question, je te conseille vivement d'aller te former, notamment dans notre formation, ou tu peux aller chez d'autres instituts de formation. Il n'y a pas de souci, mais il faut que tu te formes, en tout cas. Nous, par exemple, on a mis en place une plateforme en ligne très accessible pour tous les budgets. On veut vraiment que tout le monde puisse avoir une formation digne de ce nom pour ensuite conduire sur la route. En plus de ça,
ça coûte vraiment pas cher. C'est-à-dire que vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est vraiment, c'est vraiment rien du tout. Donc, je vous conseille de vous former parce que ce type de questions, elles tombent souvent. Ça vous évitera de repasser le code et de redépenser 30 €. Question numéro 28. Je risque de rencontrer des travaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, là c'est une question très simple. Le panneau qui est à côté de l'ouvrier, c'est un panneau qui avertit de travaux sur la route. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Durant ma période probatoire, je place le signe A de préférence. En A, réponse A. En B, réponse B. En C, réponse C. En D, réponse D. La bonne réponse ici est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 30. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 31. L'indice le plus important étant réponse A en A, réponse B en B. Alors, cette question, on l'a plus ou moins vue durant ce test au tout début. Regardez, à droite, donc on a un camion. Le problème, c'est que ce camion nous cache notre champ visuel. Donc on ne sait pas ce qui peut se cacher derrière le camion, notamment un piéton qui pourrait venir de manière totalement inopinée. Donc ici, l'indice le plus important est en B. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. Adopter une éco-conduite, c'est réponse A, rouler plus vite. Réponse B, préparer son itinéraire. Réponse C, limiter la climatisation. Réponse D, alléger le véhicule. Alors encore une fois, c'est vraiment une question de cours basique qu'on a vu plusieurs fois et dans les vidéos YouTube, surtout dans la formation. Donc, l'éco-conduite, c'est une question récurrente. Hein. Vous avez en général 2 à 3 questions sur l'éco-conduite dans les tests officiels, comme celui-ci.
Donc je vous incite fortement à vous former, même autre part. Mais formez-vous, on a mis en place la plateforme en ligne. Allez-y, il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment, tout le monde peut se former. Donc ici, je vous montre donc un des documents qu'il y a dans la formation sur qu'est-ce que c'est que l'éco-conduite. En tout cas, quels sont les dispositifs à mettre en place pour avoir une éco-conduite. Donc il y en a 10, hein, il y a 10 dispositifs à mettre en place, notamment donc préparer son itinéraire, limiter la climatisation, alléger le véhicule. Par contre, rouler plus vite, non. Ça, c'est le contraire d'une éco-conduite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 33. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi? La distance d'arrêt c'est quoi? Bah c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule? Bon, on la calcule très simplement. En fait c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. À la prochaine intersection, j'ai la priorité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors vraiment ici c'est un cas d'école, là c'est la priorité à droite, c'est le B à bas. Alors, tu vois ici, on a une intersection qui n'est gérée ni par une signalisation lumineuse, ni une signalisation verticale, ni horizontale. Donc il n'y a aucune signalisation qui gère cette intersection. Donc, c'est la règle de la priorité à droite qui prime. Et ici, clairement, je n'ai pas la priorité. Ce sont les véhicules qui viendront de droite qui auront la priorité. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Question numéro 35. Ce chargement a un impact sur la consommation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, tu vois bien que la voiture est chargée à bloc, que ce soit sur le toit ou à l'intérieur même de la voiture. Donc, effectivement, plus la voiture elle sera lourde, alors alourdie, plus la consommation va augmenter. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36.
Les deux passagers sont correctement installés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, bien sûr qu'ils sont très mal installés. Un passager l'un sur l'autre, c'est totalement interdit. C'est un siège par personne, une ceinture par personne. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 37. Cette action est à éviter durant la conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est évident. Utiliser un téléphone, un GPS, même la radio, durant la conduite, diminue votre vigilance et donc augmente les probabilités d'accident. Donc, c'est accidentogène. Donc, lorsqu'on conduit, on ne fait rien d'autre. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. La consommation d'alcool A. Augmente l'acuité visuelle. B. Diminue le champ de vision. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que tu vois, ça va nous permettre de réviser des notions très importantes et que souvent les élèves n'intègrent pas assez. Alors, on va revenir sur deux choses, l'acuité visuelle et le champ de vision. Alors, déjà, on va commencer par l'acuité visuelle. Alors, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, c'est le test que vous faites quand vous allez chez l'ophtalmo et qui vous demande de lire des lettres de plus en plus petites. Voilà. Ça, c'est l'acuité visuelle. Ensuite, on a le champ visuel. Alors, le champ visuel, c'est quoi? En fait, c'est la portion de l'espace qu'on voit, soit avec un œil, soit avec les deux yeux. En général, quand on parle de champ visuel, on parle de champ visuel binoculaire, qui est, pour un être humain, à peu près de 120 degrés à l'arrêt. Alors, en général, l'alcool a pour effet de réduire et le champ visuel et l'acuité visuelle. Donc, ici, la bonne réponse sera la réponse B. Donc, la consommation d'alcool diminue le champ de vision. Question numéro 39. Le covoiturage permet de réduire les frais de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bon, là, la réponse a été évidente. Effectivement, lorsqu'on est plusieurs dans une voiture à payer le carburant, alors ça réduit les frais de carburant pour chaque personne. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Pour dépasser un piéton hors agglomération, je m'écarte de... Réponse A, 1,50 m. Réponse B, 1 mètre.
Hors agglomération, je dois m'écarter d'1,50 m lorsque je veux dépasser un usager vulnérable. La bonne réponse est la réponse A. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer toutes les notifications pour être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Tu peux continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.